Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une solution mise en œuvre pour adopter un mode de vie plus sobre, plus proche de la nature en conjuguant habitat et activité écologique. Bonjour Mathieu Labonne. Bonjour Simon. Vous êtes le président de la coopérative Oasis, une structure qui accompagne la création d'écolieux collectifs. On va voir ensemble concrètement ce que sont vos oasis, comment ça marche, à qui ça s'adresse, en savoir plus aussi donc sur cette manière de vivre et comment vous adoptez ce mode de vie plus sobre et plus désirable. Mais d'abord, on veut en savoir un peu plus sur vous pour vous présenter. On peut dire qu'avant d'intégrer vous-même un écolieu, vous vous sentiez déjà très concerné par l'écologie. Racontez-nous en quelques mots votre parcours. Oui, donc j'ai fait des études dans le spatial, donc à Super-Héros à Toulouse, et j'ai découvert la question du changement climatique pendant mes études. Ça m'a passionné. Donc je suis devenu chercheur en climatologie pendant quelques années au CNRS après mes études, puis spécialiste sur les questions de bilan carbone. Donc j'ai participé notamment à un bilan carbone de plusieurs organismes de recherche en France. Euh, et donc l'étude un peu de ces sujets, notamment énergétiques et climatiques, m'a montré à quel point notre mode de vie est à revoir de fond en comble. En quoi c'était pas juste des petits ajustements qu'il fallait faire, mais un nouveau design de notre mode de vie. Donc, et après avoir, on va dire, contribué à des travaux un peu à grande échelle, j'ai notamment eu la chance de voir de près les travaux du GIEC quand j'étais chercheur, etc. J'ai voulu m'engager à une échelle plus locale pour aussi avoir une action très concrète. Et je me suis passionné assez tôt pour la question des éco-villages, notamment en visitant plusieurs éco-villages aussi dans d'autres pays. Et donc moi, je suis impliqué dans un lieu collectif. Et à un moment donné, en 2014, j'ai pu prendre la direction de l'association Colibri, qui à ce moment-là réfléchissait à relancer ce concept d'oasis qui était toujours assez limité en France. Donc, je suis arrivé à la direction de Colibri pour lancer le projet Oasis, qui est devenu en 2018 la coopérative Oasis, donc qui est une structure qui maintenant a 5 ans, mais un projet qui est beaucoup plus ancien et qui vise effectivement à promouvoir ce mode de vie, mais aussi et surtout à aider et soutenir toutes celles et tous ceux qui veulent vivre comme ça. Pour moi, aujourd'hui, c'est la réponse peut-être la plus efficace et la plus accessible, en fait, pour des citoyens qui veulent s'engager pour réduire fortement leur empreinte carbone. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que c'est un formidable catalyseur, en fait, de transition que de vivre en collectif. Le collectif, c'est le maillon central du projet des oasis, donc des écolieux, vous le disiez, lieu de vie, donc c'est un habitat, des habitats. Il y a, j'imagine, plusieurs types de projets d'oasis. Vous avez participé à la création de plus d'un millier d'écolieux en France, mais aussi en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Dites-nous en quelques mots le principe donc autour de ce collectif. En fait, donc, on recense plus de 1000 projets. On n'a pas forcément créé plus de 1000 projets. On a accompagné plutôt 400 projets, disons. Mhm. Donc, oui, il y a des typologies assez différentes dans ces lieux. D'ailleurs, c'est pour ça que le terme d'oasis, il est volontairement assez flou parce qu'en fait, il n'y a pas une bonne façon de vivre en collectif et de façon écologique. Ça peut être des lieux, des fois très communautaires, des lieux beaucoup moins, des espèces de lotissements écologiques. Ça peut être des habitats participatifs un peu plus périurbains. Voilà, il peut y avoir des formes très variées, des tailles variées. Euh, mais ce que ces lieux ont en commun, effectivement, c'est de rassembler en fait des personnes, alors souvent des groupes quand même assez petits. Hein, les oasis dans le réseau, on va dire, c'est entre 5 et 50 personnes, la plupart des projets. Donc ça reste des projets assez petits, mais où les personnes ont en général évidemment de l'espace privatif pour vivre, mais ont aussi beaucoup, et c'est le curseur qui peut être différent pour chaque projet, beaucoup d'espace en commun. L'idée, c'est de mutualiser, de faire ensemble pour, d'une part, avoir moins pour soi et donc moins consommer à titre personnel, et en même temps, tout en dépensant moins, accéder à un niveau de service intéressant. Ça peut être aussi bien de mutualiser des chambres d'amis ou des buanderies, des choses qu'on a chez soi, mais que finalement qu'on n'utilise pas tous les jours. Ça peut être de mutualiser des véhicules, ça peut être de mutualiser au fait d'avoir accès à un potager en commun. Si vous avez un potager ou un poulailler que vous partez en vacances, vous êtes bien embêté si vous êtes tout seul, alors que si vous êtes dans un collectif, vous pouvez vous organiser pour que finalement,
toute cette démarche d'autonomie, de retrouver du pouvoir d'agir dans nos vies, de refaire par nous-mêmes, ne soit pas un enfermement ou une trop grande contrainte, mais puisse être vraiment une démarche d'émancipation. Et ça me passe par le collectif. En fait, si on veut être, je pense que dans l'avenir, il faudra qu'on soit plus autonome, qu'on réapprenne à moins dépendre du système globalisé pour répondre à nos besoins. Et ça passe par retrouver un statut de producteur, que ce soit sur notre nourriture, sur notre énergie, de refaire nos bâtiments, de l'éco-construction, etc. Et ça, évidemment, tout seul, c'est très contraignant. Alors que si on le fait à plusieurs, on se complète avec des compétences différentes, avec des savoir-faire, et aussi on est capable de se relayer, de distribuer des rôles, etc. Donc il y a des formes assez variées. Nous, on souhaite vraiment pas promouvoir une forme plutôt qu'une autre. On fait quand même un constat aujourd'hui qu'il y a quand même des majorités de projets qui sont plutôt des projets en rénovation à la campagne. Donc parce qu'il y a quand même un enjeu d'accès au foncier et qu'aujourd'hui la plupart des lieux qu'on accompagne sont plutôt de la rénovation que de la construction neuve. Que c'est des collectifs en général assez petits. C'est aussi le propre de la France d'avoir difficulté à avoir des très grands éco-villages, mais d'avoir beaucoup de petits écolieux. On a vraiment beaucoup de lieux entre 5 et 10 familles qui fleurissent partout. Et que dans ces lieux à la campagne, souvent en propriété collective, se développe à la fois un lieu de vie, qui évidemment est la base, de recréer des lieux de vie solidaires, conviviaux, qui permettent aux gens d'avoir un mode de vie plus écologique, mais aussi que comme c'est du coup plus loin des lieux de travail, etc., c'est souvent des gens aussi qui en profitent pour faire des transitions professionnelles, pour créer des nouveaux métiers. Alors pas tous, évidemment, ça dépend où on est situé, mais voilà, donc c'est ce mix entre activité économique et lieu d'habitation qui recrée finalement une vie de village. C'est tout simplement revenir à cet idéal, d'ailleurs, qui est encore aujourd'hui l'idéal de la plupart des Français. On pose la question de c'est quoi un peu leur rêve d'une société en bonne santé. L'imaginaire, c'est souvent un village qui serait fonctionnel, qui marcherait bien, où tous les services nécessaires sont présents, mais qui reste à taille humaine. C'est-à-dire où on peut connaître ses voisins, on peut créer du lien avec eux, on peut créer de la confiance avec les gens qui nous entourent. Alors la confiance, le collectif, alors on est quand même plus loin et c'est beaucoup plus engageant qu'une colocation puisqu'on est souvent dans un projet d'achat collectif. C'est la création de petites sociétés où chacun donc a une part de la propriété. Quelles sont les motivations qui s'expriment le plus pour habiter un écolieu? Y a-t-il un profil type parmi les habitants des oasis? Les projets sont très variés, donc les projets en propriété collective, effectivement, des fois les projets même en propriété privée, il peut y avoir des copros, des ASL, donc des lotissements, il peut y avoir des projets carrément sur format associatif, il y a une grosse diversité. Et ça fait que finalement, effectivement, les profils des personnes sont assez variés. Il y a quand même un peu ce biais de tous les personnes engagées sur l'écologie, c'est quand même globalement des personnes en moyenne plus éduquées que la moyenne nationale. Ça c'est clair, c'est un peu le biais, on peut remarquer. Mais c'est pas forcément des personnes riches, contrairement à ce qu'on pense. Même au contraire, le fait de mutualiser permet à des personnes qui ont peu de revenus, même des fois des personnes qui sont minima sociaux, d'accéder à un mode de vie écologique, ce qu'ils ne pourraient pas forcément faire tout seul. Mais il faut également dans un collectif qu'il y ait des personnes qui puissent acheter. Et c'est vrai que cette question de l'achat, du projet immobilier est importante. Les motivations de ces personnes, j'ai envie de dire, on peut les résumer tout simplement à deux motivations. Après, qu'il y en a plein qui sont sous-jacentes. La première, c'est être plus heureux, tout simplement. C'est-à-dire que les gens qui créent ces projets, c'est des gens qui pensent que en ayant effectivement choisi ses voisins, en ayant créé une relation de confiance avec eux, en pouvant être plus solidaire. Par exemple, donc moi, pour un exemple, j'ai trois jeunes enfants, ma vie dans un éco-hameau, avec pas mal de familles. Du coup, j'offre à mes enfants un cadre très favorable pour grandir avec d'autres adultes qui ont d'autres compétences que moi, avec pas mal d'autres enfants avec qui ils peuvent jouer, avec un grand jardin commun, aller chez les uns, chez les autres, etc. Donc, donc c'est un moyen, une oasis, de recréer des conditions qui favorisent finalement cet épanouissement de l'individu, avec aussi des relations humaines qui sont à la fois l'enjeu et la difficulté évidemment de vivre en collectif, mais aussi ce qui est le plus nourrissant, de pouvoir créer ces liens de fraternité avec des personnes qui ne sont pas forcément des amis d'ailleurs. C'est un type de relation particulière, un peu comme vraiment une vie de village, c'est-à-dire qu'on est un peu plus que des voisins parce qu'on s'est choisi et qu'on cultive les liens,
mais on n'est ni des collègues, ni des amis. On développe une solidarité entre nous avec des idées aussi de mixité générationnelle, de mixité sociale, qui sont de plus en plus importantes dans ces projets. Et l'autre motivation, au-delà évidemment d'être plus heureux et de répondre à un peu à nos idéaux d'une vie épanouie, il y a aussi cette idée qui est forte chez les membres des projets et de plus en plus de quand même de contribuer à la société au travers de ces projets-là. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont convaincues que en parallèle d'autres engagements, qui peuvent être plus militants ou autres, c'est vrai que pour leur propre mode de vie, baisser leur empreinte carbone, contribuer à un territoire, contribuer à une biodiversité locale, c'est des actions importantes. Et donc l'écolieu, l'Oasis, c'est un levier finalement pour pouvoir euh, être meilleur sur ces questions-là. On montre aujourd'hui qu'en moyenne, c'est une étude qui a été faite sur 30 oasis différentes, on est à peu près à 2 fois moins d'émissions de carbone par habitant d'oasis qu'un Français moyen. Alors, ça paraît à la fois pas beaucoup, et à la fois c'est énorme, parce qu'il y a quand même une bonne partie de nos émissions qui sont aussi liées à des choses qu'on peut pas dissocier entre différents Français, les émissions des routes, des hôpitaux, etc. Mais par contre, sur plusieurs points, notamment la partie logement, donc les consommations énergétiques des bâtiments, la question alimentaire, ou la question des différents achats, de biens de consommation, etc. Les oasis sont nettement en dessous d'un Français moyen. Et ça, c'est vraiment la vie en collectif, au-delà des convictions des personnes, qui permet de réussir ça. C'est-à-dire le fait d'avoir une vie sociale épanouie dans un lieu, de pouvoir mutualiser, partager, s'échanger des biens, de pouvoir les réparer ensemble, etc., permet que les gens consomment moins. Et justement, sur cet impact, on va y revenir un peu après. J'avais une autre question très concrète. Je pense que ceux qui nous écoutent se posent la question justement sur cette vie en collectivité. Vous disiez, on est un peu plus que des voisins, mais c'est différent. Comment concrètement s'organise justement la vie commune? Est-ce qu'il y a une entente au préalable sous forme d'un accord, je sais pas, d'un règlement, d'une charte? Oui, oui, oui. Bah ça, c'est un long chemin que de vivre en collectif. C'est sûr que quand on baigne dedans, on s'en rend plus compte, mais ça nous a demandé en fait de beaucoup travailler sur nos relations, sur nos, nos valeurs aussi. Euh, si vous voulez, une oasis, c'est la somme de trois choses. C'est la somme d'un lieu, il faut qu'il y ait un lieu physique. C'est la somme d'un collectif qui doit s'être rencontré. Donc évidemment, si une personne seule là, c'est dans un lieu, ça fait pas une oasis. Et d'une raison d'être. C'est-à-dire qu'il faut avoir clarifié ce pourquoi on est ensemble. Et ça, il faut se poser la question de façon très belle, parce que créer un éco-village, c'est pas une raison d'être suffisante. La question, c'est vraiment de descendre sur nos aspirations profondes, nos valeurs, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui fait du lien entre nous. Alors, c'est un gros travail qui s'arrête pas en quelques heures de discussion. Et ce qui fait que dans les lieux, il y a souvent, alors ça il perçoit des ciments communautaires assez forts, je sais pas, une pensée politique, une vision de la vie qui est commune, mais il peut aussi y avoir simplement une relation de confiance qui se construit au travers d'un projet, c'est-à-dire le fait de travailler ensemble, de mettre son argent en commun, de construire des bâtiments, etc. Ça peut être aussi quelque chose qui nous oblige finalement à nous rencontrer, à nous frotter aussi les uns aux autres, parce que évidemment, on est tous avec nos tempéraments d'individualité, et d'arriver à transformer en fait ces différences en une force dans un projet. Ce qu'on appelle tellement travailler sur la question des polarités. En fait, tout groupe possède des polarités dans un groupe. Il y a des gens qui sont différents, et il ne faut pas croire que les oasis rassemblent des gens qui se ressemblent tous. Il y a des gens très variés. Mais c'est des personnes qui décident de faire de cette différence non pas une difficulté mais une force, et qui décident de se comprendre. Donc il y a effectivement une démarche de travail sur soi quand même nécessaire dans un lieu. Des personnes qui seraient trop individualistes, qui auraient du mal à se mettre au service d'un projet collectif où tout ne va pas être comme je veux, parce qu'il y a forcément des choses où je vais faire des compromis, où on va voilà, où je vais peut-être perdre un peu de souveraineté par rapport à avoir ma propre maison dans un lotissement où je fais exactement ce que je veux partout. Mais ça, si on le met en regard de ce qu'on gagne à côté, bah, ça peut vraiment valoir le coup. Euh, et c'est là où souvent les personnes qui vont vers ce mode de vie, c'est quand même des gens qui ont des expériences qui ont quand même pas mal cheminé sur ces questions-là, qui se sont formés sur des enjeux
de gouvernance, pour pacifier leur communication ou leurs relations, etc. Donc il y a quand même, c'est quand même un apprentissage. En fait, on n'a pas appris à vivre ensemble. Dans la société aujourd'hui dans laquelle on est, très égocentrique, très individualiste, retrouver ce sens du collectif, même pour des personnes très altruistes, c'est un chemin. Et c'est un chemin qui n'est jamais fini, puisque c'est toujours un équilibre entre cette polarité, on va dire, de l'individu, qui a besoin de s'affirmer, qui s'individualise et qui ne veut pas juste euh, faire comme tout le monde, et c'est tant mieux, et d'un autre côté, d'un collectif qui est nécessaire pour répondre à nos besoins. Et donc voilà, donc c'est cette question du commun, voilà, qui est important. La théorie des communs, une théorie par exemple qui vient beaucoup nourrir cette réflexion sur cet équilibre entre l'individu et le collectif. C'est un chemin. Alors, je le disais en introduction, votre mission est notamment d'accompagner à la création d'écolieux. Dites-nous en quelques mots sur quoi votre accompagnement est le plus recherché. Donc, trouver le lieu de ses rêves n'est sûrement donc qu'un début. Et vous venez de le dire, Oui. il y a eu une réflexion au préalable. Mais quand on vient vous trouver, sur quel point concret on a besoin d'avancer en général? Oui. Alors, en fait, moi, c'est vrai que créer un projet, ça demande beaucoup de compétences parce que il y a des questions juridiques, financières, d'urbanisme, d'architecture, des questions évidemment de gouvernance, de gestion des relations, voilà, de communication extérieure et au sein du groupe, etc. Donc, il y a un gros travail à faire. Les deux thématiques, on va dire, qui sont les plus importantes sur lesquelles nous, on accompagne personnellement les groupes, c'est que créer une oasis, ça revient quand même déjà un petit peu à créer une entreprise, même si c'est pas forcément une entreprise dans sa façon d'être au quotidien, mais c'est souvent effectivement une société qui va acheter un lieu en commun avec des parts sociales où les personnes vont mettre de l'argent, il va falloir rembourser des emprunts, etc. Et donc toute la dimension de gestion juridique et financière du projet, c'est là où on a pas la plupart des groupes. Et c'est souvent un sujet notamment le juridique où les gens peuvent parfois paniquer un peu parce qu'il y a plein de formats juridiques possibles. Il faut quand même pas faire n'importe quoi. On sait maintenant que si les projets sont mal montés, ça peut coûter très cher plus tard. Donc de prendre ce temps de bien concevoir son modèle au départ, en travaillant bien sur ses valeurs, parce que le modèle juridique s'adapte finalement aux valeurs du groupe et pas l'inverse. Euh, donc ça, c'est vraiment l'ultra majorité des accompagnements, c'est des gens qui viennent vers nous en disant, bah voilà, on est 10 personnes, on a trouvé un petit château à la campagne à rénover qu'on aimerait bien acheter ensemble. Comment on fait? Voilà. Quelle forme de société? On a eu des bouquins, on a quand même besoin de mieux comprendre pourquoi on ferait le choix entre une coopérative d'habitants, une SCI, une SIC ou autre, quoi. Voilà, donc ça, c'est une grosse partie. Et l'autre forme d'accompagnement qu'on propose, qui peut être au début, de plus en plus maintenant, ces gens le font ça au début et c'est une très bonne chose. Avant, c'était plutôt quand ils habitent déjà sur place, c'est aussi travailler sur l'aspect humain, justement, des projets. D'avoir un tiers accompagnant, c'est toujours utile. Et pour travailler sur plusieurs aspects, à la fois les aspects, on va dire, plutôt d'organisation, donc les questions de gouvernance, par exemple, comment est-ce qu'on distribue des rôles, comment est-ce qu'on prend des décisions, etc. Mais aussi sur comment est-ce qu'on pense à nos relations, comment est-ce qu'on crée une culture du vivre ensemble, comment est-ce qu'on prend soin finalement de ce nous qui est encore récent et qu'il faut arriver à faire grandir. Donc il y a beaucoup d'outils maintenant, d'études qu'on a développées. Je peux dire qu'entre maintenant et il y a 10 ans, sur le volet humain, on a énormément évolué, quoi. C'est-à-dire que même les gens ont une posture différente. On est passé d'une posture assez dogmatique il y a encore quelques années avec des outils qui étaient, pense, un peu miraculeux, qui visaient à un espèce d'idéal, d'un truc tout horizontal. On est passé maintenant à des visions beaucoup plus articulées entre cette dimension de totalité qui est nécessaire pour vivre ensemble, pour créer de la confiance, et aussi des dimensions un peu plus verticales, parce qu'on se rend compte qu'il y a des formes de leadership qui sont nécessaires, parce qu'il y a des compétences dans un groupe, parce qu'il y a besoin d'efficacité par moment. Voilà. Et donc, ces articulations entre ces différents schémas de gouvernance, c'est, je trouve, une grosse avancée des dernières années. Et c'est comme si j'ai l'impression, moi, qu'après pas mal de projets qui ont testé pas mal de choses, on arrive aujourd'hui à une forme de maturité sur ce qui fait qu'un projet réussit ou échoue. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à encore en apprendre, encore sans doute plein, mais là, on a suffisamment de projets en France qui ont réussi pour avoir voilà, un beau retour sur expérience. Vous pensez qu'il y a la place pour un développement plus large encore des écolieux où vous avez
Donc sur cette période de 10 ans, j'allais dire, rassembler les plus déterminés. Ah non, il y a un énorme développement possible. Aujourd'hui, donc, on disait à peu près 1000 projets. Donc, en gros, ça veut dire à peu près, je sais pas, entre 15 et 20 000 personnes. C'est pas beaucoup, hein, à l'échelle de la France. Il y a beaucoup plus de gens qui aspireraient à ce mode de vie, parfois sans même savoir que ça existe déjà. Euh, donc oui, il y a à développer ce mode de vie, il y a voilà à arriver à le démocratiser, même si ça reste des projets compliqués. C'est-à-dire, on peut pas demander à Bouygues de construire des oasis clé en main, quoi. Je veux dire, il y a un cheminement humain qui est aussi important que le cheminement technique dans ces projets. Mais voilà, donc on est dans cette idée de démocratiser et de soutenir toutes celles et tous ceux qui veulent vivre comme ça. Et ça devient une nécessité pour des questions aussi sociales, écologiques, économiques même. Euh, le... Par contre, aussi, nous, on est dans cette phase où bah, on est quand même assez sûr que c'est pas un mode de vie qui convient à tout le monde aujourd'hui. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Notre éducation, notre personnalité, ça peut ne pas convenir. Donc, tout l'intérêt, c'est que ces lieux soient, en cas, de pas non plus prétendre qu'il faut que tout le monde vive en oasis. Parce que je pense qu'on peut créer une société écologique sans que tout le monde vive comme ça. Euh, et donc, l'idée, c'est comment ces oasis s'articulent avec le reste de la société. Bah, on voit très bien aujourd'hui que des lieux un peu aboutis sur les territoires, eh ben, ils recréent de la vie locale et donc quelque part ils aident des communes à faire une transition. Il y a beaucoup de projets, nous on dit qu'ils s'archipélisent, c'est-à-dire qu'après avoir réussi, bah, ça crée plein d'autres projets autour. Enfin, moi dans les Coamo où j'habite, autour de ce projet, c'est constitué aussi une école Montessori, un café associatif, une épicerie bio, des maraîchers sont installés, il y a une maison senior en train de se construire à côté, etc. Donc il y a des projets comme ça qui se développent. C'est-à-dire que pour moi, l'Oasis, c'est un peu comme un point d'acupuncture qui permet après une meilleure santé du territoire. Voilà. Donc là, c'est justement l'idée, c'est d'arriver à mieux modéliser ça aussi pour sortir un peu de la petite taille de ces projets qui pour moi est importante. Hein. Je veux dire, faire une oasis de 10 000 habitants, ça n'a pas de sens. Mais en quoi est-ce que l'oasis s'intègre encore mieux dans une vision de changement de la société plus globale? Voilà, donc c'est beaucoup de travaux sur lesquels on réfléchit en ce moment, avec l'idée quand même que de 1000 oasis pourrait passer à 10 000 quoi, dans les 5 prochaines ou 10 prochaines années. Et on sent que de toute façon, il y a un élan. C'est-à-dire il y a tellement de gens maintenant qui sont attirés par ce mode de vie, parfois de façon un peu naïve, hein, parfois un peu idéaliste aussi, mais voilà, que de toute façon, dans les années qui viennent, il faudra accompagner ce mouvement. Et aussi, on a la chance en France d'avoir quand même beaucoup de lieux à la campagne, de assez grands, donc des patrimoines, que ce soit des fermes, des longères, des petits manoirs, etc., qui peuvent plus être la propriété d'une seule personne, sauf de gens très très riches, bien sûr, et qui ont besoin d'être rénovés au niveau thermique, qui ont besoin d'être entretenus. Et donc, quelque part, les oasis, c'est aussi une réponse à tout ce patrimoine culturel en France. Et nous, on le voit, je veux dire, même là, hier, j'étais avec quelqu'un au téléphone, c'est un grand moulinage en Ardèche qui est en train d'être repris par un collectif. Il y a déjà plusieurs autres moulinages en Ardèche qui font pareil. Voilà, c'est des lieux qui n'auraient pas trop de vocation, si ce n'est de devenir des lieux de vie collectifs. Vous avez évalué votre impact, et notamment sur le plan carbone, mais vous disiez aussi en effet que tout le monde n'aspire pas à vivre dans une oasis. Je voudrais parler avec vous de cet aspect laboratoire que représentent aussi en quelque sorte les oasis. Selon vous, si on parle donc de mode de vie, d'habitat, de sobriété, quelles sont les solutions qui sont mises en œuvre dans les oasis qui peuvent inspirer le reste de la société du point de vue écologique et de leur empreinte carbone? Oui. Bah alors, je dirais, il y a beaucoup de choses. Je vais prendre quelques exemples, mais ce ne sera pas exhaustif. En fait, les oasis, si vous voulez, c'est des gens qui font un changement global dans leur mode de vie. C'est pas que l'habitat ou que l'alimentation ou que la mobilité, c'est une réflexion sur l'ensemble. Mais on pourrait prendre de ça façon un peu isolée. Et par exemple, les oasis travaillent beaucoup la question de la rénovation écologique, donc c'est pas les seuls, hein, il y a plein de gens qui travaillent aussi là-dessus. Mais les oasis sont un peu des laboratoires, des nouvelles façons de construire. Je sais pas, dans mon éco-hameau, pour l'instant, il y a 13 maisons construites, donc qui sont toutes des maisons quasi passives, en paille ou autre. Bah, en fait, les maisons étant différentes, ça montre en fait plein de techniques un peu différentes de construction. Je sais pas, même au niveau des toilettes sèches à litière, à séparation, avec des cuves, etc. Donc en fait,
ces lieux servent un peu de démonstrateur aussi de ces techniques. Et moi, j'ai ma propre maison en paille. Quand je l'ai construit, il y a eu une grosse partie des habitants du village d'à côté qui sont venus la visiter. Donc, ils se sont rendus compte de ce que c'était que monter des murs en briques de terre crue, faire une isolation paille, un enduit terre, etc. Voilà, de toutes ces choses-là, c'est des choses que les gens peuvent découvrir grâce à ces lieux qui souvent se visitent. Sur l'aspect alimentaire, je dirais que ce que les oasis innovent surtout, au-delà de design permacole ou ce genre de choses, c'est aussi l'idée de refaire des jardins partagés. Donc ça peut exister en dehors d'une oasis. Le fait de se dire, on va cultiver un potager entre 4 ou 5 voisins pour justement que quand je pars en été 2 semaines, quelqu'un d'autre peut arroser mes pieds de tomates. C'est tout bête, mais voilà, il faut arriver à trouver des moyens de s'organiser. C'est aussi des laboratoires sur des questions, ça c'est un peu plus récent et c'est encore moins développé, les questions de mobilité. Par exemple, là, on teste en ce moment des systèmes de véhicules partagés pour avoir moins de voitures. Est-ce qu'on peut pas avoir une application qui permet de réserver un des véhicules communs dans le groupe pour pas, par exemple, qu'une famille avec 2 adultes ait toujours 2 voitures. Voilà, peut-être une voiture par famille et puis quelques véhicules on a besoin de temps en temps. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. Aussi, même la mutualisation dans les oasis, je sais pas, d'une buanderie ou d'une salle polyvalente, on peut l'imaginer aussi à l'échelle d'une copropriété, à l'échelle d'un immeuble. On peut avoir une salle de jeu pour les enfants en commun dans un immeuble. Voilà. Et là où les oasis, finalement, pour tout ça, là où les oasis sont vraiment des laboratoires intéressants, c'est plutôt dimension humaine. C'est-à-dire, tous ces éléments techniques, pour qu'ils marchent, il faut certains prérequis humains, il faut, je en parlais tout à l'heure, ces questions de gouvernance, de confiance, de créer des accords. Voilà. Et donc ça, les oasis, quelque part, expérimentent beaucoup là-dessus, parce que aussi, c'est pas toujours facile et que du coup, on teste des choses pour que ça soit le plus simple et le plus fluide possible. Et que ces expériences-là peuvent être très facilement transmises dans des situations différentes, dans un café associatif, dans un village, dans un tiers-lieu, entre voisins d'un immeuble ou dans un lotissement plus classique. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup à en apprendre, mais je reste quand même convaincu que l'avantage de l'Oasis est justement cette idée de travailler toutes ces transitions de façon un peu globale. Voilà. Et finalement, vous savez, en permaculture, on dit souvent que si un système est trop énergétique, dépense trop d'énergie, il faut sans doute faire un nouveau design. Si votre poulailler est trop loin de chez vous, vous passez beaucoup d'énergie à aller ouvrir les poules le matin, refermer le poulailler le soir, aller prendre les œufs le midi, peut-être rapprocher le poulailler de chez vous. C'est un peu ça, c'est-à-dire que l'Oasis, on travaille vraiment sur un design d'un lieu qui nous permettra sans trop d'efforts, sans dépenser trop d'énergie ensuite, d'avoir un mode de vie écologique derrière. Voilà. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de retravailler en s'affranchissant de tous nos conditionnements, de retravailler notre mode de vie pour trouver qu'est-ce qui nous convient vraiment. Alors, merci pour cette découverte et de nous avoir en détail exposé et donc fait se projeter dans ces oasis pour toutes celles et ceux qui sont intéressés et notamment d'en savoir plus. Je mets l'adresse de votre site en description. J'ai noté, vous le disiez, que parfois des séjours de découverte peuvent être mis en place pour peut-être forger son idée et plus loin aller avec vous dans un accompagnement. Mathieu Labonne, merci d'être passé dans Soluble. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, c'estsoluble.media. À bientôt.